mouvement patriotique et de jeunesse. Message articulé en 2 phases, Charles Blé Goudet a parlé en premier lieu de sa nouvelle aventure. Première question. Reconnaissez-vous la voix du présentateur, celui qui parle en ce moment? Le microphone. Le micro. Mambo. C'est le nom là que je connais. Comment écrivez-vous? I think it was not a good question. On peut... Président, je pense que ce n'était pas une bonne question. D'accord. Très bien. Poursuivons. Avec la jeunesse, qui consiste à résoudre le problème d'accès au premier emploi pour les Ivoiriens. Dans notre pays, nous avons tout. Et chacun de vous, autant qu'il se trouve ici, a en lui un génie, a en lui un talent, a en lui sa propre réussite. Il suffit seulement de mettre en forme ce génie et puis que l'État accompagne. Et puis, je pense que chacun peut se réaliser dans ce pays. Et c'est mon rôle, en tant que votre ministre, de faire en sorte d'être votre avocat au sein de cette équipe gouvernementale pour que les différents projets qui nous seront soumis soient rapidement analysés pour que nous puissions avancer et que les jeunes de Côte d'Ivoire montrent au reste du monde que ce qui est ailleurs peut se retrouver ici. Je le dis pour vous inviter à avoir foi en notre pays, pour vous inviter à avoir foi en notre pays, pour vous inviter à avoir foi en nos capacités, pour vous inviter à comprendre que eh bien, si nous voulons accoucher d'une nation nouvelle, les femmes sont témoins, tout accouchement est douloureux. Ce matin, je ne vous parlerai pas des chiffres, mais je dis, Bago nous interroge. Il nous demande, est-ce que les jeunes de Côte d'Ivoire sont capables? Est-ce que les jeunes de Côte d'Ivoire sont capables? Le ministre de la rue qu'il tient à rester et tout général des troupes patriotiques qu'il est, Charles Blé Goudet, s'est enfin invité dans le débat sur les tentatives de la communauté internationale de discréditer les institutions ivoiriennes en complicité avec certains nationaux. La feuille de route qui a été donnée à l'ONUSTIS, qui a été donnée à la force du corps, qui a été donnée à Guillaume Soro, était très claire. Enlevez M. Bago. Je vous informe, M. John et l'ONU et la France préparent un génocide en Côte d'Ivoire. L'ONU a mis à la disposition des rebelles la radio ONU-FM. Deuxièmement, c'est l'ONU qui vient d'aider la rébellion du Golfe Hotel à mettre sur pied une radio pirate. Troisièmement, c'est l'ONU qui met à la disposition des rebelles ses cargos, qui met à la disposition des rebelles ses juifs. Et c'est l'ONU qui prend les habits de casse bleu aux rebelles qui s'habillent à casse bleu et qui transporte les armes des rebelles pour les déposer au Golfe Hotel. Dès cet instant, l'ONU que nous avions jusque-là considérée comme une force de paix vient de nous démontrer clairement qu'elle n'est plus une force de paix en Côte d'Ivoire, qu'elle est une force de digérer. Et qu'elle est une force d'occupation. C'est eux qui organisent la rébellion. C'est lui qui donne les idées à la rébellion. Donc, eux est considéré désormais comme un rebelle. Quand Guillaume Soro demande aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire de ne pas aller au travail, et ils vont au travail, ça s'appelle un désaveu. Cela veut dire que M. Guillaume Soro doit comprendre que jusque-là, il était toléré. Nous l'avons toléré parce que nous pensions qu'on pouvait faire la paix avec lui. Mais on avait oublié qu'un rebelle reste un rebelle. Je n'ai pas de fusil. Je n'ai pas de fusil. Je n'ai aucune arme. Et voici mes mains.
Mais je promets à Guillaume Sové à la Ouattara qu'avec mes mains, je suis capable de les déloger du Guillaume Sové à la main. Ils ont l'ONU avec eux. Ils ont la France avec eux. Ils ont les États-Unis avec eux. Ils ont l'Union européenne avec eux. Nous avons l'Éternel des armées avec nous. Et nous avons Dieu avec nous. Mais nous avons une deuxième chose avec nous. Nous avons notre détermination avec nous. Et quelle que soit l'armée la plus puissante du monde qui va nous envoyer, cette armée sera vaincue par l'armée de Dieu. Chers amis, je vous demande, dès cet instant, de vous apprêter. Soyons soudés, soyons solidaires, soyons déterminés, soyons sûrs de notre force. Et ne reculons devant rien. Je vous lance ce message du haut de cette tribune. Nous voulons vivre pour voir notre pays se développer, mais aussi nous sommes prêts à mourir pour que cette chose-là puisse se réaliser, que l'on le sache. La jeunesse ivoirienne est donc prête à faire face à tout ce qui va se dresser devant elle sur le chemin du retour à la normalité. Atmosphère propice au développement et à la prospérité. Monsieur le témoin, Monsieur le procureur. d'autres questions de précision. C'est où? Quel est le lieu en question qu'on voit dans cette vidéo? Et Monsieur le Président, le témoin a déjà dit à la page 57, ligne 1, qu'il n'était pas à cette réunion. Donc on ne peut pas lui demander où est-ce que c'était. Objection. Your Honor, my colleague... Mon collègue soulève une objection et donne la réponse au témoin, alors qu'il ne l'a jamais dit. Le président, 1 minute, s'il vous plaît. Avez-vous vu ce vidéo à la RTI? Oui, monsieur le procureur, j'ai vu la vidéo. Vous reconnaissez avoir vu, donc, l'entièreté de ce reportage au moment où les faits se déroulent? Monsieur le procureur, la vidéo, je l'ai assistée. Vous savez, à la RTI, parfois, on fait des montages, on montre, mais l'intégrité, on ne montre pas les intégrités, on choisit des parties et puis on fait le film. Maintenant, vous avez posé une question, vous voulez savoir le lieu où ils ont fait le meeting. Vous voulez le savoir? Oui, il n'y a rien à cacher dans ça, c'est à Treichville, au palais de la culture de Treichville. Si ça peut vous assurer quelque chose, il n'y a pas de problème à ça. Parce que tout le monde sait que c'est au palais de Treichville. Vous avez fait référence à une personne, Mambo, la personne qui présentait. J'aurais quelques questions pour éclairer la Chambre sur la façon dont, au sein de la galaxie patriotique, vous avez mentionné qu'il y avait un comité transport, un comité communication, il y avait un autre comité logistique. Ici, vous avez également fait mention qu'il y avait des publicités qui étaient faites. Y avait-il un comité au sein de la galaxie qui s'occupait de cela? Oui, je vous ai dit que la galaxie patriotique avec le ministre Ablé Goudé était très bien organisée. Je l'ai dit ici hier, je crois bien avant-hier, je l'ai dit. Était très bien organisée. Il y avait différents services que le président gérait. La communication, c'est lui qui gérait la communication, qui s'occupait des reportages, de la communication, des montages, c'est lui. Excuse me. Le président, désolé.
vous faites référence au président, vous parlez du ministre. Parce que vous avez dit le ministre Blé Goudet, ensuite vous avez dit, juste après le président, Monsieur McDonald, je vais clarifier les choses. Du titre président, vous voulez faire référence à président du COGEP? Oui, au président du COGEP de la Galaxie patriotique. Excusez-moi, Monsieur le Président. Expliquez-nous quand vous faites référence à... On a vu un reportage. Ça, c'est un reportage qui passe à la RTI. Et effectivement, on peut voir qu'il y a un montage. Donc, il y a eu des séquences qui ont été mises ensemble. Ce qu'on appelle en anglais faire du editing. J'aimerais savoir, y avait-il au sein de la Galaxie des gens qui étaient responsables de faire des reportages? Monsieur le procureur, j'ai déjà répondu à la question. J'ai dit que au sein de la Galaxie patriotique, on était trop organisé et chacun avait des rôles déterminés. Je vous ai parlé du service de communication et je viens de vous dire que ce monsieur, son service, sa spécialité est de faire des reportages et de faire des montages et de faire publier. J'ai déjà répondu à ça, monsieur le procureur. Effectivement, mais je veux juste avoir des questions de précision, car ici, il s'agit d'un reportage qui passe à la RTI. Donc, oui. La RTI devait avoir ses propres journalistes, ses propres reporters. C'est ça que j'essaie de comprendre, si vous pouviez nous éclairer. Le monsieur en question, moi, je ne sais pas s'il était un fonctionnaire ou un recruté de la RTI, mais je sais que son service, c'est lui qui faisait les montages. Il allait à la RTI pour travailler dessus et puis les faire passer. C'est ce qu'il faisait. C'est à la RTI, il partait faire les montages, il fait passer. À votre connaissance, M. Blé Goudet était-il le propriétaire ou avait-il une ou des compagnies? À votre connaissance. Vous voulez parler de sa compagnie de communication? Si, il avait une structure de communication. Quel est le nom de cette compagnie? Si j'ai un bon mémoire, c'est Leader Team, je crois, quelque chose comme ça. Et à votre connaissance, avait-elle des liens avec le COGEP ou la Galaxie patriotique, cette compagnie? Écoutez, c'est un service de communication privé qui appartenait à président Blé Goudet. Même moi-même, la NACIP, c'est Blé Goudet qui gérait ma communication, son service. Même ce monsieur, il me donnait des gens pour faire des tournées avec moi. Et M. Bleu, pas lui, mais son service, sa société, me facturait, je payais. Mais il me faisait la prestation de service. Puisque c'était une société de prestation de services, de communication. Tout le monde pouvait aller faire sa prestation là-bas. Ça appartenait à M. Blé Goudet. Et donc, les activités de la NACIP, vous dites que ce M. Mambo faisait affaire avec vous? Je vous ai dit, lui, il me donnait des journalistes ou des caméramans pour aller filmer mes tournées, tout ça. Et c'est lui, avec un autre collègue, à laquelle il faisait le montage pour faire passer ça à la RTI. Et à votre connaissance, il y avait donc le COGEP, je comprends, M. Blé Goudet, il y a sa compagnie de communication. Est-ce que, à votre connaissance, cette compagnie de communication de M. Blé Goudet faisait affaire avec d'autres organisations membres de la Galaxie patriotique? Moi, à ma connaissance, c'est une structure du président Blé Goudet qui est privée. Tout le monde pouvait aller,
que tu sois de la galaxie patriotique ou que tu sois un artiste, un chanteur qui tu veux faire ton clip ou tu veux qu'on puisse te suivre dans ton service de communication où on te soutient. C'est ça que le service que Bleu Goudé Charles avait mis en place. C'est le rôle que ce service-là jouait. C'était une société privée qui faisait des prestations de services à tout le monde qui désirait avoir son service. Et enfin, est-ce que, à votre connaissance, Team Leaders avait des contrats avec la RTI ou travaillait avec la RTI? Pardon, si j'ai bien compris, vous demandez la structure de Bleu Goudé s'il y avait un contrat avec la RTI. Oui. OK. Moi, ce que je sais, si je vous dis qu'il y avait un contrat, c'est comme si j'étais témoin d'un accord d'un maintenant, mais je sais très bien qu'il y avait un partenariat entre la RTI et cette structure, comme plusieurs d'autres structures de communication qui avaient des partenariats avec la RTI. Mais pour vous spécifier qu'il y a eu un contrat, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y avait un partenariat. Et je vais terminer là-dessus. On pourra revenir cet après-midi, à moins que... Your Honors, we're going to past one. Allons-nous travailler au-delà d'une heure, Monsieur le Président? Le Président a à la rigueur 5 à 6 minutes supplémentaires. Mais arrivez à votre conclusion et puis ensuite on fera la pause. Ou alors on fait la pause tout de suite. Dans la vidéo que nous avons vue, l'extrait, il est fait référence à l'Éternel des armées. C'est quoi ça? Bon, peut-être je vais, comme moi je suis de la région musulmane, quand on parle d'Éternel des armées, peut-être c'est le côté chrétien, je ne sais pas ce qui c'est, mais je sais très souvent, même la première dame utilisait le mot, l'Éternel des armées, Bleu aussi a utilisé. Peut-être c'est Dieu, le Tout-Puissant, qui viendra à nos secours, puisqu'on n'avait plus personne qui nous soutenait. Donc il fallait faire appel à Dieu. Peut-être, c'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas. L'Éternel des armées, je ne sais pas ce qui c'est. Parce qu'on n'a jamais su ce qui c'est. Et un tel rallye, quand même, ça peut contenir combien de personnes le Palais de la Culture? Je crois 4 à 5 000. 4 à 5 000? Oui, je crois. Donc, un tel meeting, comment c'est financé, cela? Expliquez à la Chambre pour qu'on comprenne bien comment on fait pour financer une activité comme ça. J'avais ici dit devant le président ainsi que toutes mes tournées que je faisais dans la campagne ou toutes mes tournées des meetings de mon parti ou de mon organisation, je les finançais moi-même, de ma propre poche. Puisque j'étais un homme d'affaires, je faisais des affaires. Maintenant, ces gens de meetings, comment est-ce que, puisque c'est le président Blé même qui organisait ces grands meetings, ces grands rassemblements, lui, il doit savoir où parvenir le financement parce que les meetings sont coûtés quand même. À votre connaissance, est-ce que vous savez comment M. Blé Goudé finançait ses activités d'un tel meeting? Vous savez, le président Blé Goudé était beaucoup soutenu, était beaucoup supporté par rapport au travail qu'il faisait pour le président Gbagbo. Donc, il y avait plusieurs personnes qui le soutenaient. Plusieurs personnes qui le soutenaient sur le plan financier. Il y a des structures où des directeurs, des personnes le soutenaient. Nous reviendrons. I would propose that we... Monsieur le Président, je proposerais que nous reprenions nos débats sur ce sujet après le déjeuner. Si vous le voulez bien, je suppose que ce sera à 14h30.
Le Président, nous venons de décider de reprendre nos travaux à 15 heures, de façon à ce que le témoin puisse se reposer un peu plus longtemps. En effet, il est très fatigant d'écouter et de répondre. Donc, nous reprenons nos travaux à 15 heures. Le témoin peut maintenant être escorté hors de la salle. Et avant de suspendre l'audience, j'aimerais également demander à l'accusation quelles sont ses perspectives. Nous sommes arrivés à 8h50 d'interrogatoire. Peut-être ne vous en êtes-vous pas rendu compte, mais nous approchons des 9 heures. Or, l'estimation de temps se situait à 10 heures, autrement dit, à la fin de l'après-midi. Vous aurez dépassé les 10 heures qui vous avaient été imparties. Pourriez-vous, dans ces conditions, nous donner une estimation du temps qui vous sera encore nécessaire? Monsieur MacDonald. Pourrais-je, Monsieur le Président, y réfléchir pendant la suspension déjeuner et revenir devant vous à 15 heures? Car pour le moment, les estimations de mes collègues nous porteraient à la fin de l'audience de la journée de demain. Le rythme de l'interrogatoire s'est en effet ralenti progressivement. Et puis, il convient de tenir compte également du comportement du témoin. Donc, la situation s'est avérée quelque peu différente de ce qui avait été prévu initialement. Ceci étant dit, nous aimerions affiner un peu notre réflexion et s'agissant des questions à évoquer dans le cadre de notre interrogatoire, tout ce qui s'est passé après le mois de décembre, je pense que nous pourrons peut-être travailler un peu plus rapidement à condition de bien concentrer nos questions. Donc, Monsieur le Président, ai-je bien compris que cet après-midi, nous allons siéger entre 15 heures et 17 heures, le Président entre 15 heures et 16h30. Nous avons une autre réunion ensuite. Monsieur MacDonald, très bien. 15h, 16h30. Le Président, eh bien, nous allons maintenant faire la pause déjeuner. Reprendrons nos débats à 15 heures. Nous siégerons. Non pas le vendredi, mais nous siégerons lundi. D'accord? Juste pour vous informer. Donc comme ça, on pourra peut-être prendre un peu d'avance en ce qui concerne les vacances de Pâques. Sait-on jamais. Donc, Monsieur MacDonald, c'est à vous. First, the request of clarification. Tout d'abord, demande de clarification supplémentaire. Nous aimerions savoir de combien de temps vous avez encore besoin avec ce témoin. Vous aviez promis une réponse. Vous en avez encore pour combien de temps, Monsieur MacDonald? Sorry, Your Honor. Est-ce que vous m'entendez? Le président, oui, je vous entends très bien, Monsieur MacDonald. Vu la configuration des consoles, on ne peut pas vraiment voir sur quel canal on se trouve. Enfin, ces consoles ne marchent pas très bien. Cela dit, ma réponse est la suivante. Nous allons nous efforcer de terminer demain. Si nous pouvons en avoir fini avant, tant mieux. Il nous reste un grand nombre de sujets à voir. Mais demain, nous nous concentrerons sur les points vraiment essentiels. Encore plus essentiels. Donc, nous avons l'intention d'en terminer demain. Enfin, tout dépend bien sûr de la position du témoin. Je sais que nous avions demandé... Nous avons demandé 138 témoins, mais au fur et à mesure que des dépositions, je pense que nous n'avons pas besoin d'entendre ces 138 personnes. Enfin, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Le président est bien, allez-y, Monsieur MacDonald.
Monsieur le témoin, rebonjour. Avant de... Oh, s'il vous plaît. Juste sur quelques petits points de précision au sujet du 14, 15, 16 décembre. J'aimerais la transcription. Cette vidéo, donc, est du 15 décembre 2010. Je vais juste revenir sur les personnes qui étaient présentes à cette rencontre à l'Hôtel de Ville. Juste, je comprends que vous avez nommé certains noms. Je ne vais pas revenir sur les noms que vous avez déjà mentionnés, mais est-ce que vous vous rappelez de d'autres personnes qui étaient présentes que vous n'avez peut-être pas nommées jusqu'à maintenant dans votre témoignage? Je vois des personnes que je n'ai pas nommées. Je suis en train de réfléchir à les noms pour que je puisse vous les donner. Si on peut avancer, en attendant que je me rappelle bien de leurs noms, je vais vous les donner. D'accord. Maintenant, le 16 décembre, vous avez mentionné donc que lors de l'appel de M. Soro, il y avait un blocus. Et le 16 décembre, il y a des éléments du FRCI que vous appelez qui ont essayé de se rendre à la RTI. Expliquez-nous où était le blocus au niveau de la RTI, les points. Et pour ce faire, peut-être qu'on peut, et ça va être plus facile pour vous, si vous pouvez même nous faire un croquis sur une feuille pour nous indiquer l'hôtel du Golfe et les rues ou routes avoisinantes et où se trouvaient, à votre connaissance, les points où les FDS se trouvaient. Vous voulez que je fasse le dessin ou sur une feuille? I'm in the clerk's hand. Monsieur McDonald, je suis entre les mains de l'huissier. Alors, si on peut faire ça à l'ancienne, sur du papier, ou bien peut-être avec l'écran et le stylet. Non. Utilisons la méthode ancienne, le papier. Ok. Mr. Witness, is this okay for you to? Le président, monsieur le témoin, vous vous sentez en mesure de dessiner un croquis sur un morceau de papier? Vous êtes capable de le faire, n'est-ce pas? Le président, très bien, merci.
résidence là, c'est une présidence. Ici. Ça, c'est la voie qui va à l'ambassade des États-Unis. You can see the evidence on evidence. Le greffier d'audience, vous pourrez voir la pièce sur le pavé Evidence 1. Excuse me, it's on 2. Le greffier d'audience, non, Evidence 2. Donc, vous avez indiqué l'hôtel du Golfe. Et c'est écrit en bleu. Vous avez indiqué en rouge. Je viens de perdre la connexion. Could you turn it in a way that we... Le président, est-ce que vous pouvez faire tourner le document afin qu'on puisse le voir dans le bon sens? Je vous remercie. Ah, il m'a posé la question. Tu m'as posé la question, qu'est-ce que c'est? En rouge, En c'est rouge. quoi? C'est la résidence de Mme Félix Oufoué-Boigny, Mme Thérèse. D'accord. Et donc, le croisement qu'il y a, comment on appelle ça? Là, c'est le carrefour en venant de chez elle. Et la ligne qui va là, ça va vers l'ambassade des États-Unis. Donc, de la résidence de Mme Félix Mfouette-Boigny, si on va tout droit sur cette route, on s'en va vers la résidence de l'ambassade américaine. Oui. Ce carrefour porte-t-il un nom? Non, je ne sais pas. Quel est le nom de cette route ou cette rue? Je ne connais pas le nom de la rue. Et la route en face de l'hôtel du Golfe? Oui, c'est la voie qui mène là. Voilà l'hôtel du Golfe. C'est cette voie qui vient là, sur ce carrefour. C'est là il y avait le blocus là, au carrefour ici. OK. Qui termine là. Donc, est-ce que vous pourriez faire un cercle? Pourriez-vous faire un cercle, s'il vous plaît, au carrefour où il y avait des positions des FDS? Direction États-Unis. Alors, vous avez fait des traits sur la route en rouge. C'est quoi? C'est le blocus. Et qui était à ce blocus? C'était bien, c'est-à-dire que c'était les FDS. C'est ça? Oui, monsieur le procureur. Et la RTI, pour s'y rendre sur votre croquis, dernière information, on prend quel chemin? Vous descendez par là, tout droit en bas. Pourriez-vous faire une flèche? Avec l'autre côté de...
D'accord. Et le carrefour en question, si je vous disais, ça s'appelle le carrefour Thérèse une fois de Boigny. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être bien. D'accord. Très bien. La journée du 16 en question, à votre connaissance, est-ce que les RFRCI ont été bloqués? Est-ce qu'ils ont pu se rendre à la RTI? Mais il ne pouvait pas passer. Monsieur le Président, Yes, please. Le président, allez-y. le témoin a déjà dit qu'il n'est pas sorti dans la journée du 16 décembre. Donc on ne peut pas lui demander la position de la FRCI pendant qu'il dit qu'il n'est pas sorti. I think that would be a question. Le président, je pense que vous pourrez poser cette question lorsque vous serez en un contre-interrogatoire. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Merci. Allez-y, Monsieur MacDonald. Alors donc, à votre connaissance, vous qui suivez les événements, soit en personne ou via la RTI, à votre connaissance, où ont-ils été bloqués? Est-ce qu'ils ont pu se rendre à la RTI? Non, ils n'ont pas pu passer. Pourquoi? Parce qu'on avait des éléments, qu'on a fait un blocus qui les empêchait de passer. D'accord. Très bien, j'aimerais qu'on puisse donner une cote au croquis en question. Dans les jours qui ont suivi le 16 décembre, donc que ce soit le 17, 18, 19, par la suite, est-ce que vous êtes promené dans Abidjan? Ça, en toute honnêteté, comme je vous ai dit, quand il s'agit des marches aussi importantes, des trucs comme ça, moi, je ne pense pas que je suis sorti. Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas. Est-ce que vous savez si c'est parce que vous en rappelez ou vous en rappelez pas si vous êtes sorti? Non, je ne me rappelle pas, monsieur le procureur. Vous ne vous rappelez pas, d'accord. Dans les jours qui ont suivi, est-ce que vous en rappelez si vous êtes sorti? Si vous êtes déplacé dans la ville d'Abidjan? Je vous ai dit tout à l'heure, je ne me rappelle pas. C'est ce que je vous ai dit. D'accord. Alors, revenons où on était ce matin, enfin, avant la pause déjeuner. Et je veux revenir sur la question du financement. Et donc, vous avez mentionné que M. Blégoudet faisait beaucoup de choses pour M. Gbagbo et qu'il y avait différentes structures qui étaient impliquées. Comment étaient financées les activités de la Galaxie patriotique? Monsieur le procureur, vous venez de dire beaucoup de structures qui sont impliquées. C'est le mot impliqué dans les financements. Oui, on parle du financement. Le sujet, c'est le financement. Je vous ai dit, vous m'avez demandé si Blégoudet avait un service de communication. Je vous ai dit oui. Il avait un service de communication. C'était une société privée. Il faisait des prestations de services à tout le monde, à plusieurs structures de l'État aussi. Il faisait des prestations de services dans le cadre de communication. Et je pense que c'est cette façon qu'il gagnait son argent. Vous, personnellement,
aviez-vous un salaire mensuel? Venant du gouvernement? Oui. Non, pas du tout. À votre connaissance, est-ce que des leaders de la Galaxie patriotique étaient financés par le gouvernement ou recevaient un salaire par le gouvernement? Bon, un salaire peut-être c'est un peu trop dur, c'est trop chose, mais je crois qu'il y avait des primes pour certains leaders, il y avait des primes qu'ils recevaient et d'autres recevaient des financements pour s'ils devaient aller faire des meetings ou aller en tournée. Très bien. Expliquez-nous comment ça fonctionnait, le système de primes. Le système des primes. Mais on leur donnait des primes, ils venaient prendre ça à la présence, ils déchargeaient. On leur faisait une décharge, ils déchargeaient. Où allait-il pour obtenir la prime, physiquement? Pardon? Je vais reformuler. Vous, est-ce que vous receviez des primes? Non, monsieur le procureur. Les leaders qui recevaient des primes, selon vous, à votre connaissance, comment obtenaient-ils cela? Où allaient-ils physiquement, logistiquement, pratiquement? Mais ils venaient à la présidence pour prendre ça. À quel service? À la présidence, au palais présidentiel, je comprends bien? Oui, au palais présidentiel, ils venaient au service financier au palais présidentiel. À votre connaissance, qui, au palais présidentiel, autorisait ces primes? Ces décharges, comme vous dites. Voilà, merci. Ça dépend du service lequel où tu allais pour demander et qui te donnait et tu déchargeais à son service. Il y avait plusieurs personnes, des directeurs de ce cabinet. Je ne pourrais pas vous signifier ou bien préciser juste comme ça. Non? Quand vous faites référence au directeur de cabinet, vous parlez de quel cabinet? Monsieur le procureur, la présidence de la République, elle est vague, elle est grande. Il y a plusieurs structures, il y a plusieurs services, il y a plusieurs directeurs de cabinet. Et vous avez par exemple le directeur de cabinet adjoint à la présidence, vous avez le directeur du cabinet du président, vous avez le directeur du cabinet de telle structure, vous avez ces conseils. Il y a plusieurs. Très bien. Prenons la personne responsable, le chef de cabinet du président de la République en 2004, c'était qui? Je crois que c'est Kionassis, si je ne me trompe pas. Donc, M. Kuyo Théa Narcisse. Oui, bien.
En 2010, à votre connaissance, qui était le directeur adjoint du cabinet du président de la République? C'est M. Koulibaly Issa Malik. En 2009, donc, qui était le directeur adjoint du cabinet du président de la République avant M. Issa Malik? Je ne me souviens pas bien de son nom, mais je pense que c'était une dame, je crois qu'elle est décédée, je ne me souviens pas bien. C'était, vous dites, une dame qui était décédée? Je crois bien, oui. Vous avez besoin de nous faire rafraîchir la mémoire? Avec plaisir. Madame Sarata Otro Zirignon Touré. Merci, monsieur le procureur, c'est bien ça. Vous, personnellement, avez-vous déjà vu des reçus, outre la rencontre avec le bureau du procureur de décembre 2014? Avant cela, aviez-vous vu des reçus adressés à des leaders de la galaxie patriotique? Moi, à mon connaissance, vu le reçu, non, mais je sais qu'il y avait des papiers où on venait décharger. Et dans votre langage à vous, ça veut dire quoi, ça, décharger? Décharger, ça veut... Excusez. Décharger, pour moi, par exemple, je viens vous voir, vous n'êtes pas là, votre secrétaire va me remettre une enveloppe, peut-être qui contient un peu d'argent, pour attester et prouver la reconnaissance qu'elle m'a remis l'enveloppe. Elle fait un reçu et je décharge. Je signe dessus pour reconnaître que effectivement que j'ai pris l'enveloppe. Et comment savez-vous que des leaders de la galaxie recevaient des primes du cabinet de la présidence? Il y a certains qui sont venus prendre devant moi 2 ou 3 fois. Quand vous dites devant moi, qu'est-ce que vous voulez dire? À ma présence. Mais où êtes-vous à ce moment-là? J'étais au palais présidentiel. Monsieur le Président, m'excusez, ce n'est pas une objection, c'est juste, il est au niveau du transcript en français. Je crois qu'il n'y a pas une reproduction réelle de ce que le témoin a dit. Page 76. La ligne 3, je crois. Moi, à ma connaissance, je crois que j'ai vu les reçus. Je crois que le témoin a dit « je n'ai pas vu ». Je vais clarifier la chose, je vais reposer la question. Le président, excellente idée, reposez la question. Est-ce que vous avez vu des reçus ou des décharges? Moi aussi, je vais reprendre la réponse aussi. Je vais expliquer. Peut-être c'est les mots. Vous jouez beaucoup avec les mots. Quand j'ai dit j'ai vu ou j'ai pas vu, mais quand je vais dire que j'ai pas vu, ça dit que j'ai pas vu, j'ai pas lu. C'est ça que je vais dire. Mais j'ai vu qu'ils viennent, ils font une décharge. Mais lu la décharge ou regarder, j'ai pas vu. Mais je sais que à ma présence,
il vient prendre une enveloppe, comme un prime ou s'il est quelque part, il décharge. Ça, c'est fait devant moi. Je ne viens pas demander à la secrétaire, ce n'est pas mon rôle. Donne-moi, je vais lire. Pourquoi je vais lire? En qualité de quoi? Mais je sais. Vous me demandez comment ils font. Mais je t'ai expliqué. Mais lui, si vous me demandez comment c'est écrit, je ne peux pas vous dire. C'est ce que je vous ai dit. Non, comme je crois que ça va, non? Merci de cette clarification. Qui avez-vous vu aller chercher des enveloppes à la présidence? Il y a certains jeunes qui partaient, certains jeunes de la Galaxie patriotique qui partaient pour prendre. Combien en avez-vous vu? Moi, devant, il y a 3 qui sont arrivés pour prendre. Est-ce que vous avez connu les montants qui étaient reçus à ce moment-là? Non, monsieur le procureur. Êtes-vous capable de nous décrire qui était à la tête du service financier de la présidence? C'est M. Anoma. Jacques Anouma. Merci. Était-il impliqué dans la distribution de ces primes, à votre connaissance? C'est une réponse que je ne peux pas vous donner. Je ne sais pas de quoi, quel impliqué, je ne sais pas. C'est un directeur des finances. S'ils doivent faire sortir de l'argent, c'est des choses qui sont, je ne sais pas, impliquées. Je ne comprends pas. Et ma question va être très précise. Lorsque vous avez vu ces échanges d'enveloppes, c'était à quel service où vous vous trouviez? J'étais au secrétariat du directeur adjoint, Dr Malik. Du cabinet de la présidence? Oui. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir été questionné sur ce sujet dans votre entretien en décembre 2014? Oui. Est-ce que vous vous rappelez des détails additionnels que vous avez mentionnés lors de cet entretien? Ce sont les détails que je viens de vous donner. Au-delà de ces détails, avez-vous donné des informations additionnelles quant aux montants reçus, les personnes qui recevaient ces montants? Je ne sais pas, justement, peut-être il y a dit beaucoup de choses. Il y a dit d'autres montants, peut-être je vous ai dit d'autres recevaient 1 million, d'autres recevaient 2 millions, d'autres recevaient 500, d'autres recevaient 5 millions. Je crois qu'il y a dû varier un peu les choses. Est-ce que vous vous rappelez de l'identité des gens qui recevaient ces primes et que vous avez mentionné dans votre entretien? Me rappeler l'identité de ces personnes qui sont venues devant moi. Lors de votre entretien, en décembre 2014, vous rappelez-vous des noms que vous avez mentionnés, l'identité des personnes qui recevaient des primes de la présidence? Je vous avais dit que presque tous les leaders venaient, hein? Tous les leaders touchaient, c'est ce que je vous ai dit. Et pourquoi tous les leaders?
Est-ce que vous en rappelez maintenant? Je vais vous poser une question parce que ce qui est important, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sous serment. Je vais reposer ma question. Allez-y. Qui sont les leaders, à votre connaissance, qui recevaient des primes de la présidence? Il y avait, je pense, il y avait Andrew Castro, il y avait plusieurs personnes. Hein. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait aussi, il y a Blé aussi qui recevait, mais je ne sais pas si c'est une prime. Peut-être c'est pour aller faire ses meetings aussi. Ah, je vous ai dit ça. Afin de vous rappeler, si je vous donne des noms de personnes, êtes-vous en mesure de nous confirmer si vous savez si ces personnes-là recevaient des reçus ou non? C'est-à-dire, recevaient des sommes d'argent ou non? But, excuse me. Maître Chimay. Le président, mais excusez-moi, je ne sais pas pourquoi vous avez besoin d'un nombre aussi important de noms. Il parle de leader depuis que ce procédure. Je crois que nous savons à peu près quel sens donner au mot leader. Je ne comprends pas très bien que vous insistiez autant sur les noms. Vraiment, j'ai quelques difficultés à le comprendre. Monsieur MacDonald. Eh bien, dans ce cas, Monsieur le Président, je préférerais pour le moment que le témoin retire son casque. In case any names are about to be mentioned, of course it doesn't. Maître Chi, au cas où des noms seront prononcés, quelle que soit la langue dans laquelle ils le sont, ils peuvent être entendus. Je tiens à vous le rappeler. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, nous avons saisi un certain nombre de documents qui sont peut-être évidents d'après leur lecture, mais ce que je tente d'établir, c'est l'authenticité, ou si vous préférez, la fiabilité de ces documents, en m'appuyant sur le témoignage du témoin qui se trouve face à vous, puisqu'il semble en tout cas avoir une connaissance directe quant à l'identité de 3 personnes qu'il a évoquées. C'est peut-être une différence par rapport à ce qui a été dit précédemment, mais mon objectif est également d'essayer d'établir ce point avec les reçus que nous avons reçus en tant qu'élément de preuve et dont nous demanderons le versement plus tard. Donc, c'est la raison pour laquelle je pose toutes ces questions. Je comprends vos interrogations, mais je suis un processus. Si vous me dites que ce n'est pas nécessaire, le Président, je ne pense pas que ce soit nécessaire à ce stade. Très bien. Dans ce cas, je vais passer à autre chose. Monsieur Blégoudet, ces meetings, je vous repose la question, vous l'avez mentionné ici, si je faisais une distinction entre prime et argent reçu pour meeting. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Au niveau des meetings, qu'est-ce que vous savez? Mais c'est ce que je viens de vous dire, parce que je sais c'est ce que vous voulez savoir. Blégoudet était le leader de la Garantie patriotique, et s'il doit aller faire des meetings, par exemple un rassemblement de la jeunesse, il faut organiser, il y a des logistiques, il y a des bases, il y a plein de choses à faire. Donc, il a besoin des moyens pour le faire. Et qui lui fournissait les moyens? Blégoudet, presque tout le monde lui donnait les moyens pour le soutenir, pour soutenir ce qu'il nous appelle haut le cœur, c'est-à-dire à la patrie. Je comprends, monsieur le témoin, mais encore une fois, nous aimons la précision ou les détails. Donc, pouvez-vous être plus précis
Oui, vous voulez les précisions. Je vous les donner. Blé Goudé aussi prenait de l'argent à la présidence pour soutenir qui a fait des meetings. Je ne vois pas le mal à ça. Hein. Outre la présidence, est-ce que M. Blé Goudé, à votre connaissance, était financé par d'autres structures gouvernementales ou privées? Quand vous dites d'autres structures gouvernementales, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure que Blé Goudé avait une structure qui travaillait presque dans toutes les structures de l'État, dans le cadre de communication, tout ça. Et ce que je vous ai dit, je pense beaucoup, c'est là qu'il gagnait aussi son argent. Vous rappelez-vous avoir donné des détails additionnels sur cette question dans votre rencontre avec le bureau du procureur de décembre 2014? Oui, je me rappelle bien. Alors, dites-nous ce que vous avez dit à ce moment-là au sujet des sources de financement. Monsieur le procureur, quel détail de sources précises vous voulez? Je suis clair à ce qu'ils sont en train de vous dire. Prenez-moi mon exemple. Moi, j'ai ma structure. Moi, je n'ai pas été financé par la présidence ni par personne, mais je travaillais dans les structures de l'État privé et je faisais de l'argent. Maintenant, si, par exemple, le Grand Moulin, Blé, il faisait des travaux, comment on appelle, au port autonome d'Abidjan, il faisait des travaux à la Sotra, dans le sens des structures de l'État. Mais il faisait des travaux dans le cadre de sa structure. Il gagnait son argent là-bas. Les gens lui donnaient de l'argent là-bas. Maintenant, vous voulez être précis et sûr que c'est telle structure qui ont financé Blé pour faire la campagne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ça, ou bien parce qu'on finance les meetings que c'est interdit? Je ne sais pas si c'est interdit que le régime ou bien la présidence qui est là soutient la garantie patriotique, je ne sais pas. Mais ce que je vous ai dit, Blé recevait aussi de l'argent pour faire des meetings, que ce soit de la présidence ou d'ailleurs. Je vous ai dit, moi je ne cache pas. Lui-même, il est là, il sait. Parce que pour aller faire un meeting, il faut des moyens. Dernière question sur le sujet. À votre connaissance, à quelle fréquence ces primes étaient-elles remises? Pardon, monsieur le procureur. Je n'ai pas bien compris. À quelle fréquence ça veut dire? Dernière question sur le sujet. Les primes, à votre connaissance, à quelle fréquence sont-elles données? Excusez-moi, je ne sais pas. Quelle fréquence, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'était la fréquence, donc le nombre de fois par mois, le nombre de fois par semaine, le nombre de fois par année? Ah, ok. Merci. Merci, monsieur le procureur. Ça dépend. Ça dépend, monsieur le procureur. Vous savez, Blé ne fait pas les meetings tous les jours comme ça. Quand il veut faire des grands meetings, peut-être c'est tous les 2 mois. Il fait des grands meetings. Blé ne fait pas des petits meetings. Quand Blé veut faire des meetings, il veut faire un rassemblement géant, il le fait tous les 2 ou tous les 3 mois. Et c'est les meetings, les grands meetings de Blé, c'est des meetings qui sont importants. Ce n'est pas comme pour nous. Et ça coûte combien un meeting comme ça? À la place de la République? Un meeting à la place de la République, là-bas, ça ne coûte pas trop de choses, puisque là-bas, il faut mettre une bâche, il faut mettre des sonos, et puis puisque c'est un espace vide. Bon, c'est un meeting comme après la République. Si ça a trop coûté, c'est en 10-15 millions, c'est tout. Mais vous avez d'autres meetings qui coûtent dans les 50 millions. Et juste pour en francs d'aujourd'hui, en euros d'aujourd'hui, 50 millions, c'est combien en euros?
Moi, je ne sais pas combien l'euro coûte aujourd'hui. Ou en Mais dollars américains? si vous prenez par exemple 15 000 CFA, c'est dans l'ordre de 7 500 $ à 8 000 $, je crois. Non? Ouais, c'est ça. Autour de 9 000 $, je crois. But we could know that. I mean, this. Le président, mais on peut le déterminer, ça. C'est pratiquement des choses que tout un chacun connaît. On passe à un autre sujet. Le CNRD. C'était quoi? Le CNRD, c'était comme, si vous voulez, RHDP ou LMP, ou c'était un truc politique où on était tous dedans. Donc, il y a une admission. Il s'agit du Congrès national de la résistance patriotique. Qui était à la tête du CNRD? Je ne me rappelle pas bien du nom. Je ne me rappelle pas bien du nom. Avez-vous participé à des meetings de la CNRD, ou du CNRD, pardon? Réunions, des réunions. Vous avez participé à des réunions? Oui. À quel endroit? À Cocody. Où? Précisément, non loin de la RTI, ils avaient les sièges là. Le siège était là. Est-ce le seul lieu où vous avez eu des meetings du CNRD? Réunion, c'est le seul lieu de CNRD. Toujours à les sièges. Des réunions plus grandes, où se tenaient-elles? Avec la CNRD, non. Il n'y avait pas de réunion grande. CNRD. Oui, CNRD. Avez-vous déjà eu des rencontres, des réunions avec Mme Simone Gbagbo? Oui. Dans quel contexte? Convoqué par la CNRD. C'était quoi le rôle de Mme Simone Gbagbo au sein de la CNRD? Moi, je ne pourrais pas aller dans les détails. Je ne sais pas quel est le rôle, ou si c'est elle qui était la présidente. Mais je sais que quand les réunions sont convoquées par madame, c'est au nom de CNRD. Et les réunions avec madame, vous les avez eues où? On a eu les réunions à la résidence la résidence du président de la République. Il y avait un bureau, il y avait un endroit là-bas où on pouvait faire les réunions. Vous rappelez-vous à combien de reprises vous avez rencontré madame dans le cadre d'une réunion du CNRD à la résidence? Je crois 3 fois, 2 ou 3 fois pour les réunions, 2 ou 3 fois, je crois bien.
Monsieur Gbagbo, président à ce moment-là, l'avez-vous rencontré durant la crise? Vous voulez parler à la réunion, là? Je sors du CNRD. Maintenant, je me concentre sur Monsieur Laurent Gbagbo. Oui, je l'ai rencontré 2 fois à la résidence là-bas à la maison. Pourquoi vous l'avez rencontré? C'était quoi l'objet de la rencontre? Vous allez m'excuser, Monsieur le Président, Monsieur le Président, je vous ai dit ici, le Président Gbagbo, pour moi, c'est comme un père, c'est mon père. Et c'est un monsieur que j'aime beaucoup, j'ai l'estime pour lui. Donc, aller vers ton père, est-ce qu'il doit avoir un objectif à ça? Moi, je vais le voir. C'est ce que je peux dire. Je vais vous expliquer peut-être, pour aller un peu profondément, Monsieur le Président, si vous me permettez, Monsieur le Procureur, si vous me permettez, le lien avec le Président Gbagbo. Et ça, c'est un peu dur, c'est très dur pour moi parce que ce monsieur m'a toujours fait du bien. Je donne juste un petit exemple. Et ça, je ne vais jamais oublier jusqu'à ma mort. Ici, je vois, il y a des femmes ici, des mères, des dames. Moi, j'avais une mère. Qui ne se portait pas bien, qui était malade, qui était obèse, elle faisait près de 180 kilos, 190 kilos. J'ai fait un voyage en meeting avec le président de la République à Bundoukou, dans une région du nord-ouest. On était à table en train de manger avec le président lui-même. J'étais assis en face comme ça, j'étais assis là, je mangeais, lui était en face de moi. Et il y avait ses conseillers, ses ministres. Lorsque j'ai reçu un coup de téléphone, venait d'Abidjan de mon frère, me disant que ma mère venait attaquer une crise, un arrêt cardiaque. Moi, je n'ai rien dit au président. Mais le coup de téléphone avait changé mon comportement et mon visage. Le président a senti que je n'allais pas bien, qu'il y avait un problème. Il m'a demandé, je lui ai expliqué. Il s'est levé comme un homme qui était sensible à ce qui m'arrivait. Et automatiquement, il a donné l'ordre à son médecin qui s'appelait Dr Blé de rentrer en contact urgemment avec mon frère et de faire partir une ambulance pour prendre ma mère et aller la sauver. Ça a été fait en moins de 10 minutes. On l'a amenée à la plus grande hôpital d'Abidjan, à Pizam. Et elle a été sauvée. Tout le temps qu'elle était là-bas, elle était à traiter. C'est lui qui s'occupait d'elle. Je ne peux jamais oublier ça. Jamais, ma mère, je ne peux jamais oublier. Elle est décédée il y a 2 ans. Et avant de mourir, elle m'a dit, elle est morte dans ma main à 2h, 3h du matin. Elle m'a dit, ce monsieur, je le bénis. Je ne le laisse jamais tomber. Je ne le laisserai jamais tomber. Juste pour ma mère. Jamais. Je vais le laisser tomber. Ce n'est pas un criminel que je veux que tout le monde le sache. C'est vrai. Il y a eu la crise. Il y a eu des morts. C'est vrai. Mais ce n'est pas planifié. C'était dans une crise. Je vous donne un exemple. Quand il a été arrêté le 11 avril, il y a eu 1000 morts un seul jour à l'ouest. Par la population qui supportait. Mais Alassane n'a pas ordonné ça. Le président Alassane n'a pas planifié ça. C'est dans le désordre. Cela est arrivé, c'est dans le désordre. Et je souhaiterais profiter, dire au procureur qu'ici, je souhaiterais qu'on centre le vrai débat de la crise et des Ivoiriens qui sont morts, les innocents, qu'on centre. Pourquoi il y a eu ces morts? Est-ce que le président Gbagbo n'a pas pris une bonne décision au moment opportun pour éviter la crise? Parce qu'en face de nous, il y avait des puissances que nous ne pouvons pas affronter. On ne pourrait pas faire la guerre avec eux.
il fallait prendre une décision. Mais c'est le président qui est le chef. On a tous vu le danger venir. On a tous vu le danger venir. Même Bleu, à la fin, il a vu le danger venir. Il a vu qu'on n'avait plus dessus. On a tout fait pour qu'on puisse se retirer et qu'Alassane vienne et que la Côte d'Ivoire continue et que le débat allait continuer. Mais hélas, nos pouvoirs étaient limités à certains niveaux et on n'avait pas le choix. C'est arrivé ce qui est arrivé. Peut-être ça ne pouvait pas arriver. Ou c'est arrivé pour nous servir de leçon, on ne le sait pas. Mais il y avait eu vraiment de massacres à ce temps-là. Mais je ne peux pas aller trop dans les détails. Je voudrais que le procureur vraiment m'excuse pour cette scène-là. Je ne pouvais pas supporter, il fallait que je le dise. Parce que là, je suis en train de dire la vérité. Et je suis en train de dire, c'est vrai, le procureur, il cherche à déterminer les responsabilités, les coupables. C'est vrai, c'est son rôle. Et vous êtes là pour mettre de l'ordre dans les violences qui se font dans le monde. Pour la crédibilité même de cette institution, il faudrait que les choses soient faites bien et correctement. Je préfère comme ça. Je préfère que, comme il a dit demain, c'est son dernier jour, que le débat soit centré sur le vrai problème de la crise. Le vrai problème, pourquoi nous sommes ici? Pourquoi les Ivoiriens ont été tués? Est-ce que ce n'est pas parce que le président Gbagbo a voulu affronter la France, l'Union européenne, les autres pays que nous pensons qu'ils étaient, ou parce que les autres avaient déjà dit que tel type était président, il fallait lui céder? C'est là le problème. Je pense que c'est là le président Gbagbo, comme je l'ai dit, peut-être il n'a pas pris la bonne décision pour qu'on se retire, mais lui seul, il le sait. Et vous savez, il est resté jusqu'au dernier jour et c'est ce qui s'est passé. Et je ne pense pas que le président même lui-même, ou moi, ou quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire pouvait imaginer que Sarkozy pouvait prendre et ordonner à l'armée française de loger Gbagbo où il était, même en bombardant le palais. Il y avait des civils au palais, ils sont tous morts, plus de 80 personnes ont été bombardées par l'armée française. Toutes les casernes, partout, on a été affaibli, tout ça, pour affaiblir Gbagbo et le prendre. Et je dis Dieu merci, je remercie Dieu, et je remercie même le ministre d'État, M. Ahmed Bakayoko et Ouattara, ceux qui sont allés prendre le président, puisque la France avait fini de faire le travail pour les appeler. Ils sont venus le prendre, ils pouvaient le tuer. Ils pouvaient le tuer, il n'y a rien. Ils ont tué le président Kadhafi. Il y a eu quoi? Il n'y a rien. C'est la raison la plus forte nous vivons, c'est le système. On pouvait le tuer, mais Dieu merci, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont protégé. Ils l'ont sorti de là-bas, ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené à Korogo et de là-bas, ils l'ont emmené ici. Ça, je remercie Dieu que le président reste dans l'histoire de cette crise et qu'il reste dans l'histoire, peut-être, de ce monde. Ça, je suis vraiment très heureux que je le vois ici vivant et en très bonne santé. Je suis content et je suis content aussi pour Bleu qu'il ne soit pas aussi tué. On pouvait le tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que les Ivoiriens de leur coutume ne sont pas violents. Mais c'est la politique qui a rendu peut-être les Ivoiriens autres. Sinon, les Ivoiriens, je vous ai dit ici, j'ai dit à tout le monde que les Africains, malheur pour eux. Malheur pour eux. Sinon, le noir, les gens de l'Afrique, les noirs, sont la peau noire, monsieur le président. Mais ils sont un cœur blanc, ils sont un cœur plein d'amour, ils sont un cœur plein d'hospitalité, ils sont un cœur de pardon. C'est ça l'homme noir de l'Afrique noire. Monsieur le Président, nous ne sommes pas méchants, mais c'est la politique, Monsieur le Président. Cette politique qui a imposé le système, c'est ça qui est en train de détruire les Noirs et les Africains. Il y a des viols qui se font en Afrique. Les femmes sont violées, elles sont égorgées, elles sont enceintes, ils sont égorgés, Monsieur le Président, en Côte d'Ivoire. Les femmes sont enceintes, ils sont égorgés avec les bébés. Ils sont violés, les bras coupés, il y a tout. C'est tous les Ivoiriens qui ont été victimes, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'Ivoiriens du Nord, il n'y a pas d'Ivoiriens du Sud, il n'y a pas d'Ivoiriens de l'Ouest. On est tous même famille. Et puis en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, nous sommes un métissage à plus de 80%. Quand je vous dis, ça veut dire un ressortissant du Sud se retrouve au Nord et marie
une du Nord, et celui du Nord vient aussi des marines du Sud, ils font les enfants. Et je pense que c'est ça même qui a sauvé la Côte d'Ivoire, qui a fait que la crise n'est pas allée loin, parce qu'on est tous, vous allez trouver dans chaque famille, vous allez trouver un Bété chez les Djoula, ou chez les Djoula, vous allez trouver un Guéré, ou bien chez les Guéré, vous allez trouver un Ani, ou chez les Ani, vous allez trouver un Apollinaire, ou bien un Gagou. On est comme ça en Côte d'Ivoire. Mais c'est cette sale politique, ce système-là, qui a détruit le pays. Mais je remercie Dieu aujourd'hui que pour nous est passé, peut-être pour d'autres va venir. Et j'espère que la Côte d'Ivoire ne va plus vivre ça. Et aujourd'hui, les choses sont en train de se remettre en ordre. Aujourd'hui, mon parti a accepté de se rejoindre aux autres partis, dans le parti même de Gbagbo, qui est dirigé aujourd'hui par le président Afi, d'aller au dialogue avec le pouvoir pour aller à la réconciliation et calmer. Puisque le président même, quand ils l'ont pris, c'est ce qu'il a dit. Il dit, laissons le problème militaire, c'est fini, vous avez gagné, nous allons aller dans le dialogue. Et c'est ce dialogue que nous faisons derrière lui, pour trouver une solution apaisée tous les Ivoiriens, pour que le pays retrouve sa sérénité. Aujourd'hui, je rends un hommage au ministre d'État, Ahmed Bakayoko, pour la sécurité qui a été mise aujourd'hui en place. La Côte d'Ivoire se retrouve. C'est vrai que ce n'est pas 100%, mais ce n'est pas facile pour un pays où il y avait trop d'armes qui étaient distribuées. Aujourd'hui, la sécurité est en train de se mettre en ordre. Et ça, je remercie. Et aujourd'hui, le pays est en train d'avancer. La seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est la réconciliation, Monsieur le Président. La réconciliation est très importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, Alassane est là. Mais si on n'a pas fait la réconciliation avant le départ d'Alassane, qu'est-ce qui va encore arriver à la Côte d'Ivoire? Et la réconciliation, ça va passer forcément aussi par le président Gbagbo. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Procureur. Monsieur MacDonald, le Président, merci pour ce discours fort émouvant. Enfin, sachez qu'ici, ce n'est pas une tribune politique, c'est une salle d'audience. Mais peut-être ça vous fait sans doute du bien d'exprimer un peu tout ce qui est refoulé. Mais sachez que réfrénez-vous quand même un peu, car nous devons avancer. Monsieur MacDonald, pouvons-nous faire sortir le témoin, s'il vous plaît, hors du prétoire, parce que j'aimerais parler un petit peu du planning. Please, Mr. Prosecutor. Le président, allez-y. Monsieur MacDonald, suite à cette intervention du témoin, normalement, je sais qu'on devait continuer jusqu'à 16h30, mais je pense qu'il serait bon de nous arrêter maintenant. Et la défense pourra commencer son contre-interrogatoire demain. Je vous le garantis, je m'y engage. Face une proposition de ma part. Bien sûr, nous sommes entre vos mains. Le président, donc vous en avez terminé vos questions, Monsieur MacDonald. Non, je voudrais au moins un volet d'audience, une séance, mais la défense pourra commencer son contre-interrogatoire dans la matinée. Je m'y engage. Le président, bien. Okay, so now we adjourn. Le président, très bien. Nous allons donc lever la séance. Nous reprendront demain, première séance jusqu'à la première pause pour l'accusation, et ensuite la défense prendra après la pause, la première pause café. La séance est levée jusqu'à demain matin à 9h30. I'm sorry, Barry, I just had to get up because they're leaving.